Nous étions dans les années 1970. Une époque où être différente n'était pas seulement mal perçu, c'était dangereux. Les femmes comme nous devaient se cacher dans l'ombre et vivre des amours interdits qui pouvaient leur coûter la vie, la famille et tout ce qu'elles connaissaient. Dans cette France de Gaulle finissant et de Pompidou, où les conventions sociales pesaient comme des chaînes invisibles, mon histoire d'amour avec Françoise a commencé bien avant que je comprenne ce qui m'arrivait. J'avais 17 ans quand Françoise est arrivée dans notre château familial de la vallée de la Loire. Mon père, le comte Henri de Montclerc, venait de perdre ma mère dans un terrible accident de voiture et il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de moi pendant mes dernières années à la maison, avant le mariage qu'il projetait déjà pour moi. Françoise avait 27 ans à l'époque, 10 ans de plus que moi, et elle venait de Bretagne, avec ses grands yeux verts et sa chevelure auburn qui captait la lumière comme du feu. La différence entre nous était évidente dès le premier regard. Elle était la gouvernante, une femme de condition modeste mais instruite, engagée pour veiller sur l'éducation et les bonnes manières de la fille du comte. Moi, j'étais Céleste de Montclerc, l'héritière d'une lignée noble remontant au Moyen-Âge, destinée à épouser un homme de bonne famille et à perpétuer la tradition familiale. Mais dès ce premier jour, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Quand Françoise m'a regardée pour la première fois, quand elle m'a souri avec cette douceur qui lui était naturelle, j'ai senti mon cœur faire quelque chose d'étrange, comme s'il se réveillait après un long sommeil. À 17 ans, je ne comprenais pas ce sentiment. Je pensais que c'était de la gratitude envers cette femme qui allait m'apporter la compagnie dont j'avais tant besoin après la mort de ma mère. Les premiers mois furent une période d'adaptation mutuelle. Françoise était respectueuse mais chaleureuse, maintenant toujours la distance appropriée entre une gouvernante et sa pupille, mais avec une gentillesse qui réchauffait mon cœur endolori. Elle m'aidait avec mes études, m'accompagnait lors de mes promenades dans le parc du château, et le soir, elle restait parfois à mon chevet quand les cauchemars venaient troubler mon sommeil. C'est pendant ces soirées que j'ai commencé à la connaître vraiment. Françoise me parlait de sa Bretagne natale, des légendes celtiques qu'elle connaissait, de sa famille de pêcheurs qui avait économisé pendant des années pour lui permettre de faire des études. Elle me racontait ses rêves, ses espoirs. Et moi, pour la première fois de ma vie, j'avais quelqu'un qui m'écoutait vraiment, qui s'intéressait à ce que je pensais et ressentais, pas seulement à ce que je devais devenir. Au fil des mois, mes sentiments pour Françoise se sont approfondis sans que je comprenne leur nature véritable. Je me surprenais à attendre impatiemment ses visites matinales dans ma chambre, à chercher des excuses pour prolonger nos leçons, à observer ses gestes gracieux quand elle arrangeait ses cheveux ou quand elle lisait près de la fenêtre. Quand elle souriait, le monde me semblait plus lumineux. Quand elle était inquiète, je ressentais sa peine comme si c'était la mienne. Pendant ce temps, mon père commençait déjà à recevoir des prétendants. Des jeunes hommes de bonne famille venaient régulièrement au château pour dîner et faire ma connaissance. C'étaient tous des gentlemen éduqués, bien élevés, avec de belles perspectives d'avenir, mais quand ils me faisaient la cour, quand ils essayaient de me charmer avec leurs compliments et leurs attentions, je ne ressentais rien, absolument rien. Cette absence de sentiment me troublait profondément. Mes amies du pensionnat parlaient constamment des hommes, des mariages, de l'amour romantique qu'elles espéraient connaître. Elles rougissaient quand un beau cavalier leur adressait la parole, elles rêvaient de bals et de déclarations passionnées. Moi, je ne comprenais pas cette fièvre. Les hommes que je rencontrais étaient certes charmants, mais ils ne provoquaient en moi aucune émotion particulière. C'est vers mes 18 ans que j'ai commencé à réaliser que mes sentiments pour Françoise dépassaient l'affection normale entre une pupille et sa gouvernante. Un après-midi d'automne, nous étions dans la bibliothèque du château, et elle m'aidait à préparer un devoir de littérature sur les poèmes de Verlaine. Elle était penchée sur mon épaule pour corriger quelque chose dans mon texte. Et soudain, j'ai senti son parfum. Un mélange délicat de lavande et de quelque chose de plus personnel, de plus intime. Son souffle effleurait ma nuque, et j'ai ressenti une sensation électrique que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai eu peur qu'elle l'entende. Mes mains se sont mises à trembler, et j'ai dû poser ma plume pour qu'elle ne remarque pas mon trouble. Quand elle s'est redressée et que nos regards se sont croisés, j'ai vu quelque chose dans ses yeux verts qui m'a fait comprendre que je n'étais peut-être pas la seule à ressentir cette trouble étrange.
Mais ce moment de révélation a été interrompu par l'arrivée de mon père, accompagné de Philippe de Bressac, un jeune marquis qu'il considérait comme un excellent parti pour moi. Philippe était tout ce qu'un père pouvait souhaiter pour sa fille, beau, riche, bien éduqué, et manifestement intéressé par moi. Pendant qu'il me faisait la conversation avec cette assurance naturelle des hommes de son rang, je voyais Françoise se retirer discrètement, reprenant cette distance respectueuse qui était attendue d'elle en présence de mon père. Cette soirée-là, pour la première fois, j'ai eu du mal à m'endormir en pensant à Françoise. Je me demandais ce qu'elle ressentait, si elle avait remarqué mon trouble, si elle comprenait ce qui était en train de m'arriver. J'ignorais encore que, de son côté, elle vivait le même questionnement, la même confusion, le même éveil à des sentiments qu'elle n'osait pas nommer. Les semaines qui ont suivi ont été marquées par une tension nouvelle entre nous. Nous continuions nos activités quotidiennes, nos leçons, nos promenades, mais il y avait désormais quelque chose de différent dans nos échanges. Nos regards se croisaient plus souvent et duraient plus longtemps. Nos mains se frôlaient parfois par accident, quand elle me tendait un livre ou quand nous regardions ensemble un passage. Ces contacts innocents provoquaient en moi des émotions si intenses que j'en étais troublée. Un soir de décembre, alors que nous étions dans le petit salon près de la cheminée, Françoise m'a demandé si quelque chose n'allait pas. Elle avait remarqué que j'étais plus silencieuse, plus rêveuse qu'à l'ordinaire. J'ai failli tout lui avouer ce soir-là, lui dire que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, que les sentiments que j'éprouvais pour elle me semblaient différents de tout ce que j'avais ressenti auparavant. Mais mon courage m'a manqué. Comment aurais-je pu lui expliquer quelque chose que je ne comprenais pas moi-même? Comment aurais-je pu mettre des mots sur des émotions que la société de l'époque considérait comme impensables, surtout pour une jeune fille de ma condition? Alors j'ai menti, prétendant que j'étais simplement fatiguée par les études et par la perspective des festivités de Noël. Françoise m'a regardée avec cette expression douce et compréhensive qui m'était si familière, mais j'ai cru percevoir dans ses yeux quelque chose comme de la déception, comme si elle avait espéré que je lui confie ce qui me préoccupait vraiment. Ce soir-là, quand elle m'a souhaité bonne nuit et qu'elle a effleuré ma joue de sa main dans un geste maternel, j'ai su avec certitude que ce que je ressentais pour elle dépassait largement l'affection filiale. L'hiver a passé dans cette atmosphère de non-dits et de sentiments cachés. Mon père continuait à recevoir des prétendants et moi je continuais à les décevoir par mon manque d'enthousiasme. Philippe de Bressac était devenu un visiteur régulier et il était clair que mon père l'encourageait dans ses intentions. C'était un homme de 28 ans, charmant et patient, qui semblait véritablement s'intéresser à moi. Mais plus il se montrait attentionné, plus je mesurais l'abîme qui séparait ce que je ressentais pour lui et ce que j'éprouvais pour Françoise. Le printemps 1973 a marqué un tournant dans ma vie. J'avais 19 ans, et la pression de mon père pour que je me marie se faisait de plus en plus insistante. Philippe de Bressac était devenu officiellement mon prétendant, et tout le monde dans notre cercle social s'attendait à des fiançailles prochaines. Mais plus cette échéance approchait, plus je me sentais prisonnière d'un destin qui ne m'appartenait pas. C'est pendant cette période troublée que ma relation avec Françoise a pris une dimension nouvelle. Elle avait maintenant 29 ans et les années passées dans notre château avaient affiné sa beauté naturelle. Elle était devenue plus qu'une gouvernante pour moi. Elle était ma confidente, ma meilleure amie, la personne vers qui je me tournais naturellement dans tous mes moments d'émotion. Un soir d'avril, après un dîner particulièrement pénible où Philippe avait longuement parlé de nos projets d'avenir avec mon père, j'ai eu une crise de nerfs. L'idée de passer ma vie aux côtés d'un homme que je respectais mais que je n'aimais pas me paraissait soudain insupportable. Je me suis enfuie dans ma chambre et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est Françoise qui est venue me consoler. Elle m'a trouvée effondrée sur mon lit, dans ma robe de soirée froissée, le visage ravagé par les larmes. Sans un mot, elle s'est assise à côté de moi et a commencé à caresser mes cheveux avec une tendresse infinie. Son geste était si naturel, si réconfortant, que j'ai cessé de pleurer et me suis blottie contre elle. « Qu'est-ce qui vous fait tant de peine, ma chère Céleste ?» m'a-t-elle demandé de sa voix douce. Pour la première fois, j'ai osé lui confier mes vrais sentiments. Je lui ai dit que je ne pouvais pas épouser Philippe, que l'idée du mariage me terrifiait, que je ne ressentais rien de ce que j'étais censée ressentir pour un homme.
Les mots sortirent de ma bouche en désordre, entrecoupés de sanglots, mais Françoise m'écoutait avec une attention et une compréhension qui m'ont donné le courage de continuer. « Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi, » lui ai-je avoué. Tous mes amis rêvaient de tomber amoureuse, de se marier, d'avoir des enfants. Moi, quand je pense à tout cela, j'ai l'impression qu'on me demande de jouer un rôle qui ne me correspond pas. Françoise a continué à caresser mes cheveux en silence pendant un long moment. Quand elle a finalement parlé, sa voix était si basse que j'ai dû me rapprocher pour l'entendre. « Il n'y a rien qui ne va pas chez vous, Céleste », m'a-t-elle dit. « Vous avez un cœur pur et sincère, et ce cœur sait ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Peut-être que votre bonheur se trouve ailleurs que dans le chemin que votre père a tracé pour vous. » Sa réponse m'a surprise par sa sagesse et sa délicatesse. Elle ne me jugeait pas, ne cherchait pas à me convaincre que mes sentiments étaient faux ou inappropriés. Au contraire, elle semblait comprendre exactement ce que je traversais. « Mais où ailleurs ?» ai-je demandé. « Comment puis-je savoir où se trouve mon bonheur si je ne comprends même pas ce que je ressens ?» Françoise a hésité avant de répondre, et j'ai vu dans ses yeux une lutte intérieure, comme si elle pesait soigneusement ses mots. « Parfois, a-t-elle dit finalement, le cœur sait des choses que l'esprit n'est pas encore prêt à accepter. Il faut du temps, de la patience, et surtout du courage pour écouter sa voix intérieure. » Cette conversation a marqué le début d'une période intense de questionnement et de découverte. Françoise et moi avons commencé à avoir des discussions plus profondes, plus personnelles. Elle me parlait de sa propre vie, de ses propres questionnements. Je découvrais qu'elle n'avait jamais eu de véritable relation amoureuse, qu'elle avait toujours privilégié son indépendance et son travail aux conventions sociales qui poussèrent les femmes de son âge vers le mariage. « N'avez-vous jamais été amoureuse ?» lui ai-je demandé un jour, alors que nous nous promenions dans les jardins du château. Elle a rougi légèrement avant de répondre. « L'amour véritable est rare, Céleste. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui fasse battre mon cœur de la façon dont les romans le décrivent. » Mais en prononçant ces mots, elle m'a regardée avec une intensité qui m'a fait comprendre que ses sentiments étaient peut-être plus complexes qu'elle ne le laissait paraître. Les semaines qui ont suivi ont été marquées par une intimité croissante entre nous. Nos promenades duraient de plus en plus longtemps. Nos conversations devenaient de plus en plus personnelles. Et je sentais grandir entre nous une complicité qui dépassait largement le cadre normal d'une relation entre une gouvernante et sa pupille. C'est à cette époque que j'ai commencé à comprendre la vraie nature de mes sentiments pour Françoise. Un matin, en me réveillant, j'ai réalisé que c'était son visage qui occupait mes pensées, son sourire que j'avais hâte de voir, sa voix que je voulais entendre. Quand elle entrait dans une pièce, mon cœur s'accélérait. Quand elle me touchait innocemment la main ou l'épaule, une onde de chaleur parcourait tout mon corps. Cette prise de conscience m'a terrifiée et exaltée à la fois. Terrifiée parce que je comprenais enfin pourquoi aucun homme ne m'attirait. Mon cœur appartenait déjà à une femme. Exaltée parce que j'avais enfin trouvé un nom à ce sentiment mystérieux qui m'habitait depuis si longtemps. Mais avec cette révélation est venue une nouvelle angoisse. Comment Françoise réagirait-elle si elle découvrait mes sentiments? Risquais-je de la perdre en lui avouant un amour qu'elle ne pourrait probablement jamais partager? L'époque n'était pas tendre avec les femmes qui aimaient d'autres femmes, et notre différence de conditions sociales rendait la situation encore plus compliquée. Un soir de mai, le courage m'a enfin trouvé. Nous étions dans la bibliothèque, comme souvent, et Françoise m'aidait à préparer une présentation sur l'art baroque. La lumière douce des lampes créait une atmosphère intime, et nous étions assises très près l'une de l'autre pour examiner ensemble les illustrations d'un livre d'art. Soudain, elle a levé les yeux vers moi, et nos visages se sont retrouvés à quelques centimètres l'un de l'autre. Le temps s'est arrêté. Je voyais les paillettes dorées dans ses yeux verts. Je sentais son souffle sur ma peau, et j'ai su que c'était le moment de dire la vérité. « Françoise, ai-je murmuré, je crois que je suis amoureuse de vous. Si cette histoire a touché votre cœur d'une quelconque manière, si vous souhaitez découvrir d'autres histoires émouvantes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vos likes et commentaires n'aident pas seulement la chaîne à grandir, ils me montrent que je ne suis plus seule dans cette conversation, que nous avons créé ensemble un espace où des histoires comme la mienne peuvent être racontées sans peur. Les mots étaient sortis de ma bouche avant que je puisse les retenir.
Le silence qui a suivi m'a semblé durer une éternité. Françoise me regardait avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer, un mélange de surprise, d'émotion et de quelque chose d'autre que je n'osais pas identifier. « Céleste », a-t-elle finalement murmuré, et sa voix tremblait légèrement. « Vous ne pouvez pas dire de telles choses. »« Pourquoi ?» ai-je demandé, trouvant soudain une audace que je ne me connaissais pas. « Pourquoi ne puis-je pas dire ce que je ressens ? Pourquoi dois-je mentir sur mes sentiments les plus profonds ?» Françoise s'est levée brusquement et s'est éloignée de moi, comme si ma proximité était soudain devenue dangereuse. « Parce que c'est impossible », a-t-elle dit d'une voix étranglée. « Parce que vous êtes la fille du comte, parce que je suis votre gouvernante, parce que deux femmes ne peuvent pas. » Elle n'a pas fini sa phrase, mais j'ai compris. Dans ses yeux, j'ai vu la lutte entre ses propres sentiments et les conventions sociales qui nous entouraient. « Est-ce que vous ressentez la même chose que moi ?» ai-je demandé, me levant pour me rapprocher d'elle. Elle a fermé les yeux comme si ma question lui causait une douleur physique. « Ce que je ressens n'a pas d'importance », a-t-elle répondu. « Il faut oublier cette conversation, Céleste. Il faut que nous redevenions ce que nous étions avant. » Mais il était trop tard. Les mots avaient été prononcés, les sentiments avaient été avoués, et ni elle ni moi ne pouvions faire semblant que rien ne s'était passé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée éveillée à repenser à chaque détail de notre conversation, à analyser chaque expression de son visage, chaque intonation de sa voix. Elle n'avait pas nié mes sentiments, elle n'avait pas dit qu'elle ne les partageait pas. Elle avait seulement dit que c'était impossible. Le lendemain matin, Françoise était différente. Elle gardait ses distances, parlait moins, évitait mon regard. J'ai compris qu'elle essayait de remettre de la distance entre nous, de retrouver la relation professionnelle qui était censée être la nôtre. Mais cette nouvelle froideur ne faisait que confirmer ce que j'avais soupçonné. Mes sentiments n'étaient pas à sens unique. Pendant plusieurs jours, nous avons vécu dans cette atmosphère tendue, faisant semblant que rien ne s'était passé tout en étant parfaitement consciente que tout avait changé entre nous. Françoise s'acquittait de ses devoirs avec son professionnalisme habituel, mais la chaleur spontanée qui caractérisait nos échanges avait disparu. C'est moi qui ai brisé ce silence pesant. Un après-midi, alors que nous étions dans le jardin et qu'elle feignait d'être absorbée par la lecture d'un magazine, je me suis assise à côté d'elle sur le banc de pierre. « Françoise », ai-je dit doucement, « nous ne pouvons pas continuer comme cela. » Elle a levé les yeux vers moi et j'ai vu qu'ils étaient brillants de larmes contenues. « Je sais », a-t-elle murmuré, « mais je ne sais pas comment faire autrement. » « Nous pourrions commencer par être honnêtes l'une envers l'autre, » ai-je suggéré. « Vous ne m'avez toujours pas répondu quand je vous ai demandé ce que vous ressentez. » Françoise a détourné le regard, fixant l'horizon par-delà les jardins du château. « Mes sentiments n'ont pas d'importance, » a-t-elle répété. « Même si je ressentais quelque chose de similaire, cela ne changerait rien à la réalité de notre situation. Mais vous ressentez quelque chose ?» ai-je insisté, mon cœur battant d'espoir. « N'est-ce pas ?» Un long silence s'est installé entre nous. Quand Françoise a finalement parlé, sa voix était à peine audible. « Oui », a-t-elle avoué, « depuis longtemps. Depuis trop longtemps. » Ces simples mots ont libéré en moi une joie si intense que j'ai eu du mal à rester assise. Françoise m'aimait. Elle ressentait la même chose que moi. « Alors nous devons trouver un moyen, » ai-je dit avec détermination. « Il doit y avoir un moyen pour nous d'être ensemble. » Françoise m'a regardée avec une tristesse infinie. « Céleste, ma chère Céleste, vous êtes si jeune, si optimiste. Vous ne comprenez pas les obstacles qui se dressent devant nous. Votre père ne l'accepterait jamais, la société ne l'accepterait jamais. Et moi, je ne pourrai jamais vivre avec la culpabilité de vous avoir détourné de votre destin. » « Mon destin ?» ai-je répliqué avec véhémence. « Mon destin, c'est d'épouser un homme que je n'aime pas, de vivre une vie de mensonges, de faire semblant d'être heureuse jusqu'à ma mort. Ce n'est pas un destin, c'est une prison. » Françoise a pris mes mains dans les siennes, et ce contact m'a fait frissonner. « Votre père vous aime, à sa façon. Il veut ce qu'il pense être le mieux pour vous. Un mari respectable, une position sociale, la sécurité financière, mais pas le bonheur, l'ai-je interrompu. Il ne se préoccupe pas de mon bonheur véritable. Le bonheur est un luxe que les femmes de votre rang ne peuvent pas toujours se permettre.
a dit Françoise, répétant inconsciemment les paroles que mon père avait l'habitude de prononcer. Alors, changeons de rang, ai-je déclaré impulsivement. Partons d'ici. Allons quelque part où personne ne nous connaît, où nous pourrons être nous-mêmes. Françoise m'a regardé avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous avez été élevé dans le luxe, vous n'avez jamais manqué de rien. Comment pourriez-vous survivre dans le monde réel? Vous m'apprendrez, ai-je répondu sans hésitation, comme vous m'avez appris tout le reste. Pour la première fois depuis notre conversation dans la bibliothèque, Françoise a souri. Un sourire triste, mais authentique. Vous êtes extraordinaire, m'a-t-elle dit, mais vous demandez l'impossible. L'amour rend tout possible, ai-je affirmé avec la conviction de mes 19 ans. L'amour, a murmuré Françoise, peut aussi tout détruire. Les semaines qui ont suivi notre conversation dans le jardin ont été les plus intenses de ma jeune vie. Françoise et moi avions franchi une ligne invisible, et bien que nous n'ayons encore rien fait de répréhensible aux yeux du monde, nous savions toutes les deux que nos sentiments avaient pris une dimension qui changeait tout entre nous. Nous avions développé un langage secret, fait de regards, de gestes à peine esquissés, de mots à double sens que nous seuls pouvions comprendre. Quand Françoise m'apportait mon thé le matin, nos doigts s'effleuraient en se transmettant la tasse, et ce contact innocent provoquait en moi une émotion si forte que j'en avais le souffle coupé. Quand nous nous promenions dans les jardins, nous marchions de plus en plus près l'une de l'autre, nos mains se frôlant parfois, créant entre nous une intimité que personne d'autre ne pouvait percevoir, mais qui nous électrisait. Le soir, quand Françoise venait me souhaiter bonne nuit, elle s'attardait un peu plus longtemps dans ma chambre. Nous parlions de littérature, de musique, de nos rêves d'avenir. Mais sous ces conversations apparemment innocentes, coulait un courant d'émotions qui nous troublait toutes les deux. Parfois, nos regards se croisaient et se soutenaient plus longtemps que ne le permettaient les convenances. Et dans ces moments-là, j'avais l'impression que nos âmes se touchaient. Mon père, heureusement, ne remarquait rien de ces changements subtils. Il était trop préoccupé par ses affaires et par les préparatifs du mariage qu'il planifiait pour moi. Philippe de Bressac continuait ses visites régulières, et à chaque fois qu'il venait, je devais jouer la comédie de la fiancée heureuse et impatiente. C'était un supplice que je supportais de moins en moins bien. Un soir de juin, après un dîner particulièrement pénible, où Philippe avait longuement parlé de la maison qu'il faisait préparer pour nous en Normandie, je me suis effondrée dans ma chambre. L'idée de passer ma vie dans cette maison, avec cet homme que je respectais mais que je n'aimerais jamais, me paraissait soudain insurmontable. Françoise est venue me consoler, comme elle le faisait toujours dans mes moments de détresse. Mais cette fois, quand elle s'est assise à côté de moi sur le lit et qu'elle a commencé à caresser mes cheveux, quelque chose de différent s'est passé. Au lieu de me calmer, son contact a intensifié mon émotion. J'ai levé les yeux vers elle, et dans son regard, j'ai vu le même trouble que celui qui m'habitait. « Je ne peux plus faire semblant », lui ai-je murmuré. « Je ne peux plus prétendre que je ne vous aime pas. » Françoise a fermé les yeux comme si mes paroles lui causaient une douleur physique. « Céleste », a-t-elle chuchoté, « nous ne devons pas… » Mais elle n'a pas fini sa phrase. Quand elle a rouvert les yeux, ils étaient pleins de larmes, et j'y ai lu une résignation mêlée de désir qui m'a fait comprendre qu'elle n'avait plus la force de résister. « Je vous aime aussi », a-t-elle avoué dans un souffle. « Dieu me pardonne, mais je vous aime depuis si longtemps que j'ai oublié comment c'était de ne pas vous aimer. » Ces mots ont libéré en moi une joie si pure, si intense, que j'en ai eu les larmes aux yeux. Sans réfléchir, je me suis rapprochée d'elle, et nos visages se sont retrouvés à quelques centimètres l'un de l'autre. « Depuis quand ?» ai-je demandé, osant à peine y croire. « Depuis votre 18e anniversaire », m'a-t-elle confié. Ce jour-là, en vous voyant descendre l'escalier dans votre robe bleue, j'ai compris que vous n'étiez plus une enfant, et mes sentiments ont changé de nature. Nous nous sommes regardés en silence pendant un long moment, chacune réalisant que l'autre partageait ses sentiments les plus profonds. Puis, très lentement, comme attirés par une force invisible, nos visages se sont rapprochés jusqu'à ce que nos lèvres se touchent. Ce premier baiser a été d'une douceur infinie. Nos lèvres se sont effleurées avec la délicatesse de papillons, comme si nous avions peur de briser la magie du moment. Mais quand nous nous sommes séparés, nous savions toutes les deux que nous venions de franchir un point de non-retour. « Mon Dieu !» a murmuré Françoise, portant ses doigts à ses lèvres.
Qu'est-ce que nous venons de faire ? Nous venons de dire la vérité, ai-je répondu. Pour la première fois de notre vie, nous venons d'être vraiment honnêtes. Cette nuit-là, nous avons parlé jusqu'à l'aube. Françoise m'a raconté comment elle avait lutté contre ses sentiments pendant des mois, comment elle s'était convaincue que ce qu'elle ressentait était mal, inapproprié, impossible. Elle m'a parlé de la culpabilité qui la rongeait, de la peur de me corrompre, de l'angoisse de trahir la confiance que mon père avait placée en elle. Moi, je lui ai confié mes propres tourments, ma confusion face aux prétendants que mon père me présentait, mon incompréhension devant mon manque total d'intérêt pour les hommes, et finalement, ma révélation progressive que c'était elle, et elle seule, qui faisait battre mon cœur. Quand l'aube a commencé à poindre, nous savions que notre relation avait changé à jamais. Nous étions devenues plus que gouvernantes et pupilles, plus qu'amies même. Nous étions deux femmes amoureuses dans un monde qui ne pouvait pas accepter notre amour. Les jours qui ont suivi ont été à la fois les plus beaux et les plus difficiles de ma vie. Nous devions garder le secret de nos sentiments, continuer à jouer nos rôles respectifs en public, mais en privé, nous pouvions enfin être nous-mêmes. Nous volions des moments d'intimité chaque fois que c'était possible, des baisers furtifs dans les couloirs déserts du château, des étreintes prolongées dans l'ombre des arbres du parc, des conversations murmurées dans ma chambre tard le soir. Françoise me faisait découvrir un aspect de l'amour que je n'avais jamais imaginé. Avec elle, tout était différent. Plus doux, plus intense, plus vrai que tout ce que j'avais pu lire dans les romans ou entendre dans les confidences de mes amis. Quand elle me tenait dans ses bras, j'avais l'impression d'être exactement là où j'étais censée être. Quand elle me regardait avec cette tendresse infinie qui lui était devenue naturelle, je me sentais complète pour la première fois de ma vie. Mais cette période bénie n'a pas duré. Au bout de quelques semaines, mon père a commencé à remarquer des changements dans mon comportement. J'étais plus heureuse, plus épanouie. Et paradoxalement, cette transformation positive a éveillé ses soupçons. Un matin de juillet, il m'a convoquée dans son bureau pour une conversation qui allait changer le cours de nos vies. « Céleste », m'a-t-il dit de ce ton grave qu'il prenait pour les discussions importantes. « J'ai l'impression que tu n'es plus la même depuis quelque temps. » Mon cœur s'est serré. Avait-il découvert quelque chose ? « Comment cela, père ?» ai-je demandé, essayant de garder une voix normale. « Tu sembles différente, plus épanouie, plus femme aussi. Je me demande si tu n'as pas rencontré quelqu'un. » J'ai failli m'évanouir. S'il savait. Rencontrer quelqu'un ? Ai-je balbutié. Un homme, évidemment, quelqu'un dont tu ne m'aurais pas parlé. Un domestique, peut-être. Ou un homme du village. L'ironie de la situation était cruelle. Mon père avait raison de penser que j'étais amoureuse, mais il ne pouvait pas imaginer que l'objet de mon amour était une femme, et encore moins ma gouvernante. « Il n'y a personne, père, ai-je menti, détestant chaque mot qui sortait de ma bouche. Mon père m'a regardé attentivement, comme s'il essayait de percer mes pensées. « Tant mieux, a-t-il finalement dit, car j'ai des nouvelles importantes à t'annoncer. Philippe m'a officiellement demandé ta main hier soir, et j'ai accepté. Vous serez fiancés officiellement le mois prochain, et le mariage aura lieu en octobre. » Le monde s'est écroulé autour de moi. Octobre. Cela ne nous laissait que 3 mois. « Si vite !» ai-je murmuré. Philippe est impatient, et franchement, moi aussi. Il est temps que tu commences ta vraie vie de femme, Céleste. Et il est temps aussi que certaines influences disparaissent de ton entourage. Une alarme s'est déclenchée dans ma tête. Quelles influences ? Françoise, a dit mon père d'un ton sec. Elle a rempli son rôle, mais tu n'as plus besoin d'une gouvernante. Une femme mariée doit apprendre à se débrouiller seule. Vous voulez renvoyer Françoise ? La panique perçait dans ma voix. Pas renvoyer. Lui trouver un autre poste. J'ai déjà parlé à mon frère Charles. Il cherche une gouvernante pour ses filles. Françoise partira pour Lyon la semaine prochaine. La semaine prochaine. 7 jours pour dire adieu à l'amour de ma vie. Père, je vous en prie, ai-je supplié. Ne pouvons-nous pas attendre un peu ? Françoise fait partie de la famille maintenant et... Justement, m'a interrompu mon père. Il est temps qu'elle comprenne qu'elle n'est qu'une employée. J'ai l'impression qu'elle l'a oublié ces derniers temps. Ses paroles m'ont glacée,
Avait-il remarqué quelque chose dans notre comportement? Nos regards, nos gestes, notre complicité? La décision est prise, Céleste. Françoise partira mercredi prochain. Et toi? Tu vas te concentrer sur tes préparatifs de mariage. Je suis sortie du bureau de mon père dans un état second. 7 jours. Il ne nous restait que 7 jours avant d'être séparés à jamais. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Françoise, elle a pâli, mais n'a pas semblé surprise. Je m'y attendais. M'a-t-elle dit avec une résignation qui m'a brisé le cœur. Nous avons été imprudentes. Votre père a dû remarquer quelque chose. Nous n'avons rien fait de mal, ai-je protesté. Nous avons fait la chose la plus dangereuse qui soit, m'a-t-elle répondu. Nous avons été heureuses. Et le bonheur, quand il n'est pas conforme aux attentes, finit toujours par se voir. Cette nuit-là, nous avons pris une décision qui allait changer nos vies à jamais. Nous ne pouvions pas accepter d'être séparés, pas maintenant que nous avions trouvé l'amour véritable. Nous allions nous enfuir ensemble. Les préparatifs de notre fuite ont été les jours les plus intenses et les plus angoissants de ma vie. Nous avions 6 jours pour organiser notre évasion sans éveiller les soupçons, et chaque minute comptait. Françoise, avec son pragmatisme habituel, s'est chargée de la logistique pendant que moi, je m'occupais de rassembler discrètement tout l'argent possible. J'ai vendu mes bijoux les plus précieux à un antiquaire de Tours, prétextant vouloir les faire nettoyer. Ma collection de bracelets en or, le collier de perles que ma grand-mère m'avait légué, les boucles d'oreilles en diamant que j'avais reçues pour mes 18 ans. Chaque pièce vendue me serrait le cœur, non par attachement sentimental, mais parce qu'elle représentait un pont définitivement brûlé avec ma vie d'avant. En tout, j'ai pu réunir une somme qui nous permettrait de vivre modestement pendant plusieurs mois. Françoise, de son côté, établissait notre itinéraire. Nous partirions pour Paris d'abord, où il serait plus facile de nous perdre dans la foule, puis nous aviserions selon les circonstances. Elle avait une cousine dans la capitale, qui pourrait peut-être nous aider les premiers temps, le temps de trouver du travail et un logement. « Vous réalisez ce que nous nous apprêtons à faire ?» m'a-t-elle demandé un soir, alors que nous révisions nos plans dans ma chambre. « Vous allez tout perdre, Céleste. Votre nom, votre rang, votre fortune, votre famille. Je ne perds rien d'important. » ai-je répondu avec une conviction qui m'a surprise moi-même. Je gagne ma liberté et la possibilité de vivre avec la femme que j'aime. Le reste n'a aucune valeur à mes yeux. Françoise m'a regardée avec une admiration mêlée d'inquiétude. Vous êtes si jeune, si idéaliste. Vous ne savez pas ce que c'est que de manquer d'argent, de sécurité. Vous m'apprendrez, ai-je dit en prenant ses mains dans les miennes. Comme vous m'avez appris tout le reste. Le jour de notre départ était fixé au mardi soir, la veille du départ prévu de Françoise pour Lyon. Mon père devait se rendre à Paris pour affaires, ce qui nous donnerait plusieurs heures d'avance avant qu'il ne découvre ma disparition. La journée du mardi a été un supplice. Il fallait faire bonne figure, continuer à jouer nos rôles respectifs, alors que nos nerfs étaient tendus à l'extrême. Philippe était venu déjeuner pour discuter des détails des fiançailles, et j'ai dû l'écouter planifier notre avenir commun avec un sourire figé sur les lèvres, sachant que dans quelques heures, je serai loin, libre et amoureuse. « Vous semblez fatiguée, ma chère », m'a dit Philippe pendant le repas. « Ces préparatifs vous épuisent-ils ?»« Un peu », ai-je murmuré, ce qui n'était pas entièrement faux. « Une fois mariée, vous n'aurez plus à vous soucier de ces détails pratiques », a-t-il ajouté avec une bienveillance qui m'a serré le cœur. C'était un homme bon, qui ne méritait pas d'être abandonné de cette façon. Mais je ne pouvais pas sacrifier ma vie pour épargner sa fierté. Le soir venu, j'ai attendu que tout le château soit endormi avant de me glisser hors de ma chambre. J'avais préparé un petit sac avec l'essentiel. Quelques vêtements simples, l'argent de la vente de mes bijoux et une photographie de ma mère. Françoise m'attendait dans les écuries avec sa propre valise. Quand je l'ai vue dans la pénombre, le cœur m'a manqué. Elle portait une robe de voyage sombre et un manteau qui la faisait paraître plus âgée, plus sérieuse. Pour la première fois depuis que nous avions pris cette décision, j'ai mesuré l'énormité de ce que nous nous apprêtions à faire. « Il est encore temps de changer d'avis », m'a-t-elle chuchoté en me voyant hésiter. « Jamais », ai-je répondu, retrouvant ma détermination. « Partons d'ici. »
Nous avons marché jusqu'au village dans la nuit fraîche de juillet, portant nos maigres bagages et évitant soigneusement les routes principales. Françoise connaissait un chemin à travers bois qui nous mènerait à la gare sans risquer d'être vus. Le premier train pour Paris partait à 5 heures du matin. Nous avions prévu d'attendre dans la salle d'attente de la petite gare. Cette marche nocturne reste l'un de mes souvenirs les plus intenses. Nous avancions en silence, nos mains parfois entrelacées, nos cœurs battant à l'unisson. Chaque pas nous éloignait de notre ancienne vie et nous rapprochait d'un avenir incertain mais libre. Quand nous avons aperçu les lumières du village au loin, j'ai su qu'il n'y aurait plus de retour en arrière possible. À la gare, nous nous sommes installés dans un coin sombre de la salle d'attente, évitant de parler pour ne pas attirer l'attention du chef de gare somnolent. Françoise tenait ma main serrée dans la sienne, et cette chaleur était ma seule consolation dans l'angoisse de l'attente. Quand le train est enfin arrivé dans un grondement de vapeur et de métal, j'ai senti un mélange de soulagement et de terreur. Nous montions dans ce train en tant que fugitives, mais nous en descendrions à Paris en tant que femmes libres. Le voyage jusqu'à la capitale a duré plusieurs heures, pendant lesquelles nous avons peu parlé. Je regardais défiler le paysage français par la fenêtre, me demandant si je reverrais un jour ces campagnes qui avaient été le décor de toute ma jeunesse. Françoise lisait un livre, mais je voyais bien qu'elle n'arrivait pas à se concentrer sur les pages. C'est seulement quand nous sommes arrivés en vue des faubourgs de Paris que la réalité de notre situation m'a vraiment frappée. Nous étions deux femmes seules, sans protection, sans connexion, dans une ville que nous connaissions à peine. Nous n'avions que notre amour et notre détermination pour nous guider. « Avez-vous peur ?» m'a demandé Françoise alors que le train entrait en gare du Nord. « Terrifiée, ai-je avoué. Et vous ?»« Moi aussi, » m'a-t-elle répondu en souriant. « Mais c'est une peur excitante, non ? La peur de l'aventure, de l'inconnu, de la liberté. » Paris en 1973 était une ville en pleine transformation. La révolution de mai 68 avait laissé ses traces, et il flottait encore dans l'air une odeur de changement, de possibilités nouvelles. Pour deux femmes fuyant les conventions sociales, c'était l'endroit idéal pour recommencer à zéro. La cousine de Françoise, Marie, tenait une petite pension dans le 11e arrondissement. Elle nous a accueillis sans poser trop de questions, comprenant instinctivement que nous étions en fuite. C'était une femme d'une 50aine d'années, veuve depuis longtemps, qui avait appris à ne pas juger les choix des autres. « Vous pourrez rester ici quelques semaines », nous a-t-elle dit en nous montrant une petite chambre sous les toits. « Le temps de vous organiser. Mais il faudra trouver du travail rapidement. Paris ne fait pas de cadeaux aux filles qui n'ont pas de ressources. » Cette première nuit à Paris, blotties l'une contre l'autre dans le petit lit de la mansarde, nous avons enfin pu mesurer ce que nous venions d'accomplir. Nous étions libres. Pour la première fois de notre vie, nous pouvions nous aimer sans nous cacher, dormir dans le même lit sans avoir peur d'être découvertes, planifier un avenir commun. « Je t'aime », m'a murmuré Françoise dans l'obscurité, et ces mots simples résonnaient différemment maintenant que nous pouvions les prononcer librement. « Je t'aime aussi », ai-je répondu en l'embrassant, et je ne regrette rien. Les jours suivants ont été consacrés à notre installation dans cette nouvelle vie. Nous nous sommes inventé une histoire crédible. Nous étions cousines, orphelines de province, venues chercher du travail à Paris. Françoise, avec son expérience de gouvernante, a rapidement trouvé un emploi chez une famille bourgeoise du 16e arrondissement. Moi, qui n'avais aucune qualification professionnelle, j'ai dû me contenter d'un poste de vendeuse dans une librairie du quartier latin. C'était un travail modeste, mais j'aimais l'ambiance intellectuelle de la librairie, les clients passionnés de littérature, les discussions sur les dernières parutions. Pour la première fois de ma vie, je gagnais mon propre argent, et cette indépendance était enivrante. Nous avons rapidement trouvé un petit appartement que nous pouvions nous permettre avec nos 2 salaires. 2 pièces au 5e étage d'un immeuble du Marais, sans ascenseur et avec les toilettes sur le palier, mais c'était à nous. Notre premier chez nous, où personne ne pouvait nous imposer de règles ou nous séparer. Les premiers mois ont été difficiles d'un point de vue matériel. Nous devions compter chaque centime, faire nos courses aux halles tôt le matin, pour profiter des prix les plus bas, raccommoder nos vêtements au lieu d'en acheter de nouveaux. Mais nous étions heureuses d'une façon que je n'avais jamais imaginée possible. Françoise m'apprenait la vie pratique, comment négocier avec les commerçants, comment préparer des repas économiques mais savoureux, comment gérer un budget serré. Moi, je découvrais les plaisirs simples de l'existence.
faire les courses ensemble le samedi matin, préparer le dîner en bavardant, lire côte à côte le soir à la lumière de notre unique lampe. Nous avions aussi découvert qu'il existait à Paris des endroits où des femmes comme nous pouvaient se retrouver. Des cafés discrets, des librairies spécialisées, des cercles littéraires, où l'on parlait de Simone de Beauvoir et de Monique Wittig. C'était réconfortant de savoir que nous n'étions pas seuls, qu'il existait d'autres femmes qui avaient fait des choix similaires aux nôtres. Mais cette période de bonheur tranquille n'a pas duré. Un soir d'automne, en rentrant de la librairie, j'ai trouvé Françoise en larmes dans notre petit salon. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, inquiète. Elle m'a tendu une lettre. L'écriture de l'enveloppe m'était familière. C'était celle de mon père. « Comment a-t-il trouvé notre adresse ?» ai-je murmuré. « Marie », a répondu Françoise d'une voix étranglée. « Il a dû embaucher un détective privé. Ils ont remonté la piste jusqu'à elle. » J'ai ouvert la lettre avec des mains tremblantes. Les mots de mon père étaient durs, impitoyables. « Céleste, tu as déshonoré notre famille par ta conduite scandaleuse. Je t'ordonne de rentrer immédiatement au château. Quant à cette femme qui t'a corrompu, elle aura affaire à la justice si elle ne disparaît pas de ta vie sur le champ. Tu as 48 heures pour répondre à cette lettre. Passé ce délai, je prendrai les mesures nécessaires pour te ramener de force et faire enfermer ta complice. » « Il ne peut pas nous séparer, » ai-je dit, mais ma voix manquait de conviction. « Il le peut, » a répondu Françoise. « Il a le pouvoir, l'argent, les relations nécessaires. » Et moi, je ne suis qu'une employée de maison qui a séduit la fille de son employeur. Devant un tribunal, je n'aurai aucune chance. Alors nous devons partir, ai-je décidé. Quitter Paris, la France s'il le faut. Avec quel argent ? Nous avons à peine de quoi survivre d'un mois sur l'autre. J'ai réfléchi rapidement. Il devait y avoir une solution. J'ai encore quelque chose à vendre, ai-je dit en me dirigeant vers notre armoire. Au fond de ma valise, enveloppée dans un mouchoir de soie, se trouvait la bague de fiançailles que Philippe m'avait offerte quelques jours avant notre fuite. Un diamant magnifique, serti dans du platine, qui valait une petite fortune. Nous allons vendre ceci, ai-je dit en montrant la bague à Françoise. Et avec l'argent, nous irons en Suisse, ou en Belgique, quelque part où mon père ne pourra pas nous retrouver. Françoise a regardé la bague avec une expression douloureuse. « Vous êtes sûre ? C'est votre dernier lien avec votre ancienne vie. Mon ancienne vie est morte le jour où je vous ai dit que je vous aimais, » ai-je répondu fermement. « Ma vraie vie, c'est ici, avec vous. Le reste n'a plus d'importance. Cette nuit-là, nous avons fait nos valises pour la 2e fois en quelques mois. Mais cette fois, nous partions non pas vers la liberté, mais vers l'exil. Car nous commencions à comprendre que l'amour, même le plus sincère, ne suffit pas toujours à vaincre les préjugés d'une époque et la détermination d'un père outragé. Notre fuite vers la Belgique s'est déroulée dans l'urgence et l'angoisse. Nous avons vendu la bague de Philippe à un bijoutier de la rue de Rivoli, qui ne nous a pas posé de questions indiscrètes, acceptant notre histoire de jeune femme contrainte de se séparer de ses bijoux pour payer des dettes familiales. L'argent obtenu nous permettrait de vivre modestement pendant plusieurs mois, le temps de nous installer et de trouver du travail. Nous avons pris le premier train pour Bruxelles, voyageant de nuit pour minimiser les risques d'être reconnus. Dans le compartiment obscur, blottis l'une contre l'autre, nous échafaudions des plans d'avenir tout en gardant un œil inquiet sur chaque voyageur qui montait en cours de route. « Comment allons-nous vivre là-bas » ai-je demandé à Françoise, alors que le train traversait la frontière belge. « Nous nous débrouillerons » m'a-t-elle répondu avec cette détermination tranquille qui était sa force. « Nous avons survécu à Paris, nous survivrons à Bruxelles. » Bruxelles nous a accueillis avec ses rues pavées et son atmosphère plus détendue que Paris. Nous avons trouvé refuge dans une petite pension du quartier des Marolles, tenue par une veuve flamande qui parlait un français teinté d'accent local. Madame Van der Berg était une femme pragmatique, qui ne s'embarrassait pas de questions sur le passé de ses pensionnaires, pourvu qu'ils paient leur loyer à temps. Les premières semaines ont été difficiles. Nous devions nous adapter à un nouveau pays, une nouvelle culture, tout en cherchant du travail sans pouvoir fournir de références précises. Françoise a finalement trouvé un emploi dans une famille d'industriels flamands qui cherchaient une gouvernante, parlant parfaitement français pour leurs enfants. Moi,
J'ai été engagée comme aide-bibliothécaire à l'Université libre de Bruxelles grâce à ma connaissance de la littérature française. Notre nouvelle vie s'organisait lentement. Nous avions loué un petit appartement près du parc de Bruxelles, 2 pièces modestes mais lumineuses, où nous pouvions enfin vivre notre amour en toute liberté. Plus de regards réprobateurs, plus de conventions sociales à respecter, plus de peur d'être découverte. Pour la première fois depuis que nous nous connaissions, nous étions vraiment libres d'être nous-mêmes. C'est dans cet appartement que notre relation a pris sa dimension la plus profonde. Nous n'étions plus la gouvernante et sa pupille, ni même 2 fugitives unies par la nécessité. Nous étions 2 femmes qui s'aimaient et qui construisaient ensemble une vie commune. Françoise me révélait chaque jour de nouveaux aspects de sa personnalité que les contraintes de notre ancienne situation avaient tenu cachés. Elle avait un sens de l'humour délicieux, une curiosité intellectuelle insatiable et une tendresse qui transformait les gestes les plus quotidiens en preuve d'amour. Les soirées que nous passions ensemble sont parmi mes plus beaux souvenirs. Nous lisions côte à côte, nous écoutions de la musique sur le petit phonographe que nous avions acheté d'occasion. Nous parlions pendant des heures de nos rêves, de nos peurs, de l'avenir que nous voulions construire ensemble. Parfois, Françoise me racontait son enfance en Bretagne, ses parents pêcheurs, les légendes celtiques que sa grand-mère lui murmurait le soir. Moi, je lui parlais des livres que j'avais aimés, des voyages dont je rêvais, de la femme que je voulais devenir maintenant que j'étais libre de choisir ma vie. Nous avions aussi nos rituels d'amour. Le dimanche matin, nous prenions notre petit déjeuner au lit en lisant les journaux. Le soir, Françoise brossait mes cheveux en me chantonnant des chansons bretonnes. Quand l'une de nous rentrait fatiguée du travail, l'autre préparait son plat préféré. Ces petits gestes d'attention créaient entre nous une intimité que je n'avais jamais imaginée possible. Mais notre bonheur n'était pas sans ombre. Nous savions que nous vivions en marge de la société, que notre amour était considéré comme anormal par la plupart des gens. Nous devions toujours faire attention à ne pas montrer trop d'affection en public, à maintenir l'illusion que nous étions simplement 2 amis qui partageaient un appartement par économie. Cette contrainte permanente pesait parfois lourdement sur nos épaules. Un soir, après une journée particulièrement difficile, où un collègue de Françoise avait fait des remarques désobligeantes sur les vieilles filles qui vivaient ensemble, elle s'est effondrée en larmes. « Je suis fatiguée de mentir », m'a-t-elle confié. « Fatiguée de faire semblant que tu n'es qu'une amie, fatiguée de cacher que je t'aime plus que ma propre vie. »« Je sais », ai-je murmuré en la prenant dans mes bras. « Moi aussi, je rêve du jour où nous pourrons dire la vérité sans avoir peur. » « Ce jour viendra-t-il un jour ?» m'a-t-elle demandé avec une tristesse qui m'a brisé le cœur. « Je l'espère », ai-je répondu, même si au fond de moi j'en doutais. C'est vers cette époque que nous avons reçu des nouvelles de France qui ont bouleversé notre tranquillité. Marie, la cousine de Françoise, nous a écrit pour nous apprendre que mon père était tombé gravement malade. Un infarctus l'avait terrassé quelques semaines plus tôt, et les médecins étaient pessimistes sur ses chances de survie. Cette nouvelle m'a plongée dans un abîme de culpabilité et de tristesse. Malgré tout ce qui s'était passé entre nous, c'était mon père, l'homme qui m'avait élevé, qui m'avait aimé à sa façon. L'idée qu'il puisse mourir sans que nous nous soyons réconciliés m'était insupportable. « Il faut que j'y aille », ai-je dit à Françoise ce soir-là. « C'est trop dangereux », m'a-t-elle répondu. « Il pourrait vous faire arrêter, ou pire encore. Il va mourir, Françoise. Je ne peux pas le laisser partir sans lui parler une dernière fois. Et s'il refuse de vous voir, s'il vous chasse, alors au moins j'aurai essayé. » Françoise a compris que ma décision était prise. Elle a insisté pour m'accompagner, malgré les risques que cela représentait pour elle. Le voyage de retour en France a été éprouvant. Nous avons pris le train de nuit et chaque kilomètre qui nous rapprochait du château de mon enfance ravivait mes angoisses. Comment mon père allait-il réagir en me voyant ? Accepterait-il de me parler ? Et surtout, accepterait-il Françoise ? Nous sommes arrivés au château par une froide matinée de novembre. La propriété semblait différente, plus sombre, plus triste que dans mes souvenirs. Les jardins étaient moins bien entretenus, et il régnait sur l'ensemble une atmosphère de déclin qui m'a serré le cœur. Le majordome qui nous a ouvert la porte ne m'a pas reconnu immédiatement. Quand j'ai décliné mon identité, son visage a exprimé un mélange de surprise et d'embarras. « Mademoiselle Céleste, monsieur le comte ne reçoit personne. Il est très faible. Je suis sa fille, » ai-je dit fermement. « Il me recevra. » Mon père était alité dans sa chambre, amaigri et vieilli par la maladie. Quand il m'a vu entrer,
Ses yeux se sont remplis de larmes, mais son visage est resté dur. « Alors tu es revenu » a-t-il murmuré d'une voix affaiblie. « Oui, père. J'ai appris que vous étiez malade, et tu as amené cette femme avec toi » a-t-il ajouté en voyant Françoise sur le seuil. « Françoise fait partie de ma vie, père. Si vous voulez me voir, vous devez l'accepter. » Un long silence s'est installé. Mon père nous regardait tour à tour, et je voyais sur son visage le combat entre sa colère et son amour paternel. « Approchez-vous, » a-t-il finalement dit. Nous nous sommes approchés de son lit. Il m'a regardé longuement, comme s'il essayait de retrouver en moi la petite fille qu'il avait élevée. « Tu as l'air heureuse, » a-t-il dit enfin, et j'ai cru déceler une pointe de surprise dans sa voix. « Je le suis, père. Malgré tout ce que tu as perdu, ton rang, ta fortune, ton avenir, je n'ai rien perdu d'important. J'ai gagné ma liberté et l'amour véritable. » Mon père a tourné son regard vers Françoise. « Et vous ? Êtes-vous heureuse d'avoir détourné ma fille de son destin ?» Françoise s'est redressée avec dignité. « Monsieur le comte, je n'ai jamais détourné votre fille de quoi que ce soit. Je l'ai aimée, et elle m'a aimé en retour. Nous avons choisi ensemble de construire une vie commune. Une vie sans avenir, sans enfant, sans respectabilité. Une vie authentique, ai-je intervenu. Une vie où je peux être moi-même. » Mon père nous a regardés en silence pendant un long moment. Puis, à ma grande surprise, il a souri faiblement. « Vous vous aimez vraiment, n'est-ce pas ?» a-t-il dit. « Plus que tout au monde, » ai-je répondu. « Plus que votre propre vie, » a ajouté Françoise. Mon père a fermé les yeux et a soupiré profondément. « Je ne comprends pas votre choix, » a-t-il murmuré. « Mais je vois que vous êtes heureuse. Et au fond, n'est-ce pas tout ce qu'un père peut souhaiter pour sa fille ?» Ces paroles m'ont libéré d'un poids énorme. Mon père ne bénissait peut-être pas notre amour, mais il l'acceptait. Il acceptait mon bonheur, même s'il ne le comprenait pas. Nous avons passé 3 jours au château. 3 jours pendant lesquels j'ai pu me réconcilier avec mon père et faire mes adieux à ma vie d'avant. Mon père est mort paisiblement quelques semaines plus tard, et j'ai eu la consolation de savoir que nous nous étions pardonnés mutuellement. Il m'a légué une petite partie de son héritage, malgré ma conduite indigne, comme il l'avait écrit dans son testament. Cet argent nous a permis de retourner en Belgique et d'ouvrir ensemble une petite librairie spécialisée en littérature française. Notre commerce a prospéré, nous permettant de vivre confortablement tout en restant indépendante. Les années qui ont suivi ont été les plus heureuses de ma vie. Françoise et moi avons vieilli ensemble, partageant les joies et les peines d'une vie commune. Nous avons voyagé quand nous le pouvions, nous avons lu des milliers de livres, nous avons vu évoluer le monde autour de nous. Quand les mouvements féministes des années 1970 ont commencé à parler ouvertement des droits des femmes qui aiment d'autres femmes, nous avons eu l'impression d'assister à une révolution. Ce que nous avions vécu dans la clandestinité devenait peu à peu acceptable, sinon toujours accepté. Françoise est décédée en 1995, à l'âge de 75 ans, après une longue maladie. Je l'ai accompagnée jusqu'au bout, tenant sa main quand elle a rendu son dernier souffle. Ses derniers mots ont été « Merci pour cette belle vie ». Aujourd'hui, à 80 ans, je vis seule dans notre ancienne maison de Bruxelles. Mais je ne me sens pas seule. L'amour que j'ai partagé avec Françoise continue de m'habiter, de me réchauffer le cœur dans mes moments de solitude. Nous avons eu 42 ans de bonheur ensemble, 42 ans d'amour véritable dans un monde qui ne nous y autorisait pas. Notre histoire n'est peut-être pas un conte de fées, mais c'est une histoire d'amour authentique. Nous avons prouvé que l'amour véritable peut triompher de tous les obstacles, même des plus insurmontables. Nous avons choisi de vivre selon nos cœurs plutôt que selon les conventions, et nous n'avons jamais regretté ce choix. Quand je regarde en arrière, je ne vois pas une vie de sacrifice ou de renoncement. Je vois une vie pleine, riche, authentique. Une vie où j'ai pu aimer et être aimée en retour. Une vie où j'ai pu être exactement qui j'étais censée être. L'amour véritable ne connaît ni genre, ni classe sociale, ni convention. Il ne connaît que la vérité du cœur et la beauté de 2 âmes qui se reconnaissent et choisissent de cheminer ensemble. Françoise et moi, nous avons eu cette chance extraordinaire. Et c'est là notre plus belle victoire.